Vous écoutez ces échanges et je propose de les traduire maintenant sous la forme de réactions, questions, commentaires, interpellations, contestations. Voilà. Oui, je sens que... Moi, j'ai partagé au niveau de relations, voilà, comment on dit, nous, dans nos établissements, on essaie de vivre la relation entre adultes, dans trois années, les choses comme ça. Mais au fond, en fait, je me suis rendu compte que c'est la base de relation, c'est le besoin de l'écoute. Et dans ce monde de tout est vite, on n'a pas le temps d'écouter les uns les autres. On a projeté ce projet, c'est pendant Covid encore, et déjà 5 ans, mais je trouve toujours on manque la vraie relation adulte et adulte-enfant et tout ça. Donc, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est la base, c'est l'écoute, elle a besoin les uns les autres de temps pour écouter et de vivre cette qualité. C'est sûr que dans la relation, le plus difficile, c'est toujours l'écoute. Parce que lorsque je parle, je partage mon point de vue, je partage ma manière de voir les choses, je partage mes idées, alors que lorsque j'écoute, ça nécessite de se décentrer pour essayer de saisir le point de vue de l'autre, de saisir le fondement de ses idées. Et donc, dans la relation, c'est sûr, le plus difficile, c'est toujours d'écouter. Et écouter est beaucoup plus difficile que parler. Pareil. Mais, moi, je rencontre dans l'accompagnement de certains jeunes toxicomanes que j'ai pu effectuer. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils se droguaient. Dire, toutes mes interventions, on glisse. Alors, je peux parler, dit c'est interdit, tu te fais du mal, il le sait bien, c'est interdit par la loi, il le sait bien, c'est plus ça, il le sait bien. Bon, mais la véritable question, c'est qu'est-ce qui fait que dans ta vie d'adolescent, tu penses que c'est finalement la meilleure solution pour toi, c'est de fumer le cannabis. Tant que j'ai pas un peu écouté pour voir comment on a pu en venir ici, est-ce que c'est pour s'inscrire dans le groupe des copains, est-ce que c'est pour fuir une relation familiale difficile, il y a un tas de raisons, je veux dire, qui fait qu'ensuite je vais pas réagir de la même manière. Alors que parler, c'est tout, je parle, la drogue c'est interdit, bon, donc, et ça, ils ont bien besoin. Dans le métier d'éducateur, c'est toujours le pôle écoute qui est le pôle le plus difficile. Et on n'écoute pas assez, ça, vous avez tout à fait raison de dire. Et ce besoin d'écoute, ce que je dis aussi, quand je distingue, j'intervenais sur le thème de la fraternité, de distinguer la solidarité de la fraternité. Une personne qui donne un billet de 5 € à SDF et pose un geste de solidarité. Avec ces 5 €, il ira s'acheter un sandwich. Mais si elle n'écoute pas, s'il ne prend pas le temps, parce que ce dont souffrent le plus les SDF, c'est d'avoir une parole qui est prise en compte par personne. Un geste de fraternité, ça nécessite la réciprocité. La solidarité, pas forcément. Qui est aidé, l'autre qui aide, on est solidaire. Mais la fraternité, c'est une notion bien plus riche que la solidarité. Des fois, je vois des départements qui mettent solidarité
cette valeur de la République et la fraternité, elle est bien plus belle, elle est bien plus grande que la simple solidarité. Elle va se manifester par une solidarité. Mais dans la fraternité, c'est voilà, on s'écoute, on a la même valeur, on est différents. Hein, c'est, comme disait Thévenot, c'est la bonne expérience de différence et de similitude. C'est ça qui caractérise l'expérience de fraternité. Et comment jamais. La raison, écouter. On écoute enfin, tout ce qui peut. Et les jeunes se sentent bien dans une institution s'ils se sentent écoutés ou s'ils ne le sont pas du tout. On peut le dire après. Mais un climat, hein, voilà. Alors vous dites on n'a pas le temps. Enfin, je me souviens d'une intervention que je faisais auprès d'une équipe d'enseignants au lycée où il m'avait ambiance. Et oui, mais on n'a pas le temps. J'ai écouté. Si chaque enseignant décide aujourd'hui d'allonger une minute, le trajet salle de classe, salle de prof, et de profiter de cette minute pour adresser 3 mots de 20 secondes ciblés à 3 élèves qu'il rencontre au chemin, je leur pose le petit mot à l'oreille, vous pouvez changer l'ambiance. C'est-à-dire que les 1000 élèves, ils auraient eu durant la semaine, ils auraient eu au moins 4 ou 5 mots à l'oreille. Dites-moi que ça demande du temps. Ça demande d'allonger le trajet, salle de classe, salle de prof, d'une minute. Une minute. Et on peut changer un climat. Ça, c'était ce conseil que donnait Don Bosco du petit mot à l'oreille. Lui, il avait ce don-là. Il faut dire que dans une institution, il était souvent en voyage, il était souvent parti. Mais avant de s'adresser collectivement, il prenait toujours le temps, en traversant la cour, d'avoir ces quelques petits mots qui faisaient que chaque gamin se sent considéré. Après, il dit, je sais pas, vous avez viré un gamin de votre classe lundi matin, c'est insupportable. Rien que de se dire ce petit mot, je t'ai pas reconnu ce matin, hein, je pense que après ou pas, vous allez pas avoir des heures pour l'écouter, savoir qu'est-ce qui s'est passé en famille, mais rien que le fait que l'élève se dit, tiens, il a quand même pu reconnaître, ça peut être difficile pour moi. Pas besoin de le prendre et passer. C'est complètement différent que de le virer, puis ensuite de passer dans la salle de prof sans le souci d'aucune relation. Et là, ça demande peu de temps, simplement dire, tiens, je t'ai pas reconnu ce matin. Je sais pas ce qui a pu se passer, puis ça me regarde peut-être pas, mais je t'ai pas reconnu. Rien que ce mot-là, ça peut changer la relation du jeune qui a été exclu temporairement de la classe avec son enseignant. Et ça ne demande pas énormément de temps, ça demande une volonté. Oui, alors, oui, une question. C'est la différence entre accueillir tout le monde et tout accepter, notamment quand l'altérité à intégrer, à accepter inconditionnellement est une identité militante. Comment intégrer? Est-ce qu'on fait ça par condescendance en disant bon, de toute façon, on est détenteur de la vérité, on va bien le tordre dans le bon sens, ou on prend un risque, ou soi-même on envoie un message qui va dans le sens du militantisme. Donc voilà, comment la capacité, je dirais, d'amour, d'acceptation, d'accueil devient l'arme qu'on nous retourne et qui participe quelquefois à la disparition, tout simplement, du message. Permettez un tout petit détour théorique. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait de toujours distinguer la notion de respect de celle de tolérance. Parce que discours médico-médiatique, un discours aujourd'hui sur la tolérance. Donc, accueillir signifierait tolérer. De quoi parle-t-on quand on parle de tolérance? Est-ce qu'il s'agit des personnes? Je trouve que le mot est faible. Je n'ai pas envie de dire je tolère mon voisin. C'est un minimum sanitaire. Mais il y a tout un discours politico-médiatique aujourd'hui où on fonde la tolérance par rapport aux personnes. C'est moi qui viens de dire oui. Mais on en déduit qu'il faut tolérer les idées et les comportements. Je dis non. Moi, je revendique d'être intolérant par rapport aux jeunes que j'ai pu accompagner. Ils essaient toujours de respecter leur personne. Mais respecter la personne peut signifier être intolérant vis-à-vis de certains comportements. Il y a des comportements qui construisent l'homme, d'autres qui le détruisent. Il y a des comportements qui tissent le lien social, d'autres qui le minent.
tous les comportements ne se valent pas. Il faut être intolérant face à des idées. Il y a des idées qui promeuvent la fraternité, d'autres qui la sabordent. On revendique d'être intolérant vis-à-vis de ceux dont les idées sabordent cette fraternité. Mais toujours dans le respect des personnes. C'est le « aimez vos ennemis » de Jésus. Il ne s'agit pas de faire de son ennemi un ami. Le tour est joué. Et puis c'est une grande hypocrisie. Et c'est de la manipulation. Il s'agit effectivement que dans le combat, l'ennemi, c'est celui dont on combat les idées, parce qu'on n'est effectivement pas d'accord, on va respecter sa personne. Je crois qu'à partir du moment où on respecte la personne, on peut manifester un désaccord ferme sur des idées qu'on n'a pas envie de voir se développer dans l'établissement ou sur des comportements. Et c'est là, moi personnellement, je ne pense pas que tous les électeurs du Front National soient racistes. Il y a peut-être une minorité, genre, cela, mais j'en pense qu'il y en a beaucoup qui sont excédés par les comportements de certains migrants. Ils ont le droit. Sorti d'une réunion à Mantes où je vois un petit gamin maghrébin de 12 ans qui est en train de siphonner mon réservoir. Je gueule. Faut pas les temps qui courent, ça coûte cher. Il gueule plus fort que moi, il me fait passer pour un raciste. Et les fenêtres s'ouvrent en disant « Attends, tu serais vert à pois rouge, rouge à pois blanc. Je me suis payé mon essence avec mon argent, ça va me servir à faire marcher ma voiture. Et pour ton booster, tu te démerdes. » Bon. Alors ça, c'est terrible, c'est tout ce qu'on a sur l'islamophobie. Alors on pourrait plus faire une remarque sur le comportement d'un gamin sans que ce soit interprété comme on s'en prend à sa religion. Non, non. C'est une très belle religion, l'islam. J'ai beaucoup de respect pour la religion de l'islam, beaucoup de respect pour les musulmans croyants, etc. Mais il y a des comportements, effectivement, qui sont antisociaux. Et toutes ces confusions, ça ne pas les jeunes. Cette victimisation. On est arrivé, vous savez, à avoir je crois qu'on a le record du monde des voitures incendiées. Bon. Et on a ces annonces au 31 décembre. Réjouissons-nous, frères et sœurs, nous avons eu que 740 voitures incendiées, il y en a eu 780, comme c'est normal. Ils vivent dans des quartiers, ils sont victimes de chômage, ils brûlent des voitures. C'est cette banalisation, on voit où ça nous mène, faut le dire. C'est pas. Moi, je me suis discuté avec un gamin qui s'apprêtait à faire flamber une voiture. Mais ah oui, mais tu sais, mon père est au chômage, mon frère est en prison, alors moi je crame. J'arrête ton char. Connais ton autre frère, il a le même père que toi, qui est au chômage, il a le même frère que toi, qui est en prison, jamais vu brûler une voiture. Tu as la boîte d'allumettes dans une main, tu as l'allumette dans l'autre, tu choisis toi de frotter l'allumette, c'est toi. Là. Et c'est un discours mais complètement déresponsabilisant. Alors, finalement, il brûle la voiture, c'est pas de sa faute, c'est la faute de la société. Bon. Et comment donc accueillir, à mon avis, et je crois que nos amis musulmans ont envie aussi d'avoir des... si on l'inscrit dans une école catholique, moi quand je vais au Maroc, je respecte effectivement les règles de ce pays qui m'accueille. Tout ceci, et on pourrait dire que accueillir, ça passe pas par le fait de changer les règles et tous nos modes de fonctionnement pour celui qu'on accueille. Alors tu peux venir, tu peux pas venir, c'est quand même l'avantage qui est vôtre, c'est qu'il y a une inscription. Mais voilà, il faut dire. Et là, je crois qu'on n'est pas, mais n'imposons rien, bien sûr. On va pas faire du prosélytisme, on va pas chercher à convertir, mais à dire voilà. Et donc de s'opposer à un militantisme qui est radicalisé, enfin, je veux dire, je crois que c'est le devoir de tous, et que c'est compatible avec l'accueil. Mais je dirais même que, enfin, je crois, enfin, moi je vois au niveau des jeunes musulmans, enfin, 80% au niveau du Val-de-Caux, 85% des jeunes accueillis se réfèrent plutôt à l'islam. Je veux dire que, au contraire, ils apprécient qu'on soit clair. Enfin, je veux dire, c'est ventre mou. Enfin, je veux dire, voilà. Voilà. Et puis d'autant que, moi, je me souviens d'une intervention que j'ai faite le nom du préfet. Après les émeutes à Mantes-la-Jolie avec un imam, on s'accordait sur les valeurs éducatives à transmettre. Je veux dire, il y a vraiment intervenir ensemble auprès des parents et le préfet était content d'avoir à ses côtés un prêtre et un imam pour essayer de rétablir un peu le calme au niveau des gamins qui faisaient tout et n'importe quoi dans la cité et se retrouver sur les... Donc voilà, moi je pense pas qu'il y ait... Alors après, il y a peut-être des sujets qu'on n'a pas pu détecter et puis qu'il faut la radicalisation. Mais et ce qui est important, c'est de promouvoir le nous. C'est une question qui se posait à moi dans le foyer. J'étais un peu en opposition avec la PJ. Disait non, il faut pas servir de halal. C'est le début de. Qu'un jeune aime le poisson, l'autre la viande, l'autre c'est pas. Moi, ce sur quoi je me battais, alors,
vraiment, et là je vous dis, c'est de ne pas faire une table de ceux qui mangent halal et une table de ceux qui ne mangent pas halal. Hors de question. C'est-à-dire que si la nourriture est un facteur de discrimination et ne permet plus halal, je dis non. Là. Et si je dis non halal, c'est pour ça. C'est bon. Maintenant, si effectivement il y en a un qui préfère, l'autre qui préfère, qu'importe, je ne vais pas me battre moi, sur des préférences alimentaires. Hein. C'est pas. Mais par contre, si on sert effectivement de ce prétexte alimentaire pour établir une cloison étanche entre ceux d'un côté, parce que ça, le début du radicalisme, c'est de faire un nous en opposition à un vous. Et si on sert effectivement du précepte alimentaire dans la construction de cette opposition, alors là, effectivement, il faut qu'il nous trouve vigilants, d'accueillir effectivement les jeunes musulmans à l'école catholique, je crois que c'est une grande chance. Mais si effectivement on fait on promeut pas la fraternité entre tous les élèves, là, donne-nous les moyens de promouvoir cette fraternité, on peut dire. Et moi, ça va de pair avec l'accueil. Il faut qu'on soit clair dans le dialogue avec l'accueil. Chez nous, Salésiens, enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les chefs d'établissement, nos établissements, quand je les vois tous passer du temps avec chaque famille, ou bien leur premier adjoint, enfin, je veux dire, mais vraiment, et que chacun est reçu, parce que ce qui est important, c'est que ce soit bien clair au moment de l'admission. Si les choses sont floues, si les choses ne sont pas claires, si voilà, il t'a admis à l'école catholique avec simplement cette forme de papier, non. Et là, l'entretien à l'admission, moi je trouve, me paraît quelque chose qui est toujours vraiment privilégié. Enfin, et qu'une demi-heure passée par le directeur avec une famille et un enfant au moment de l'admission, l'enfant étant là, les parents étant là, peut permettre d'éviter des dizaines d'heures de conflit. Hein. Des dizaines d'heures de conflit. Les choses n'ont pas été dites de manière clairement. Essayer moi, ce que je dis des fois, quand j'intervenais sur un établissement, l'église retrouve sa fonction de Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'était le seul lieu où tout le village pouvait se retrouver, parce qu'il n'y a pas de salle des fêtes. Ben voilà. Moi, je me réjouis et donc, soyez bien accueillis. Et si vous venez dans l'église, c'est parce que là, c'est un lieu où tout le monde peut se retrouver. On est content d'être à la fois chrétien, musulman. Voilà. Si effectivement d'emblée, non, moi, sa religion lui interdit de mettre les pieds dans une église, je me dis non, si vous l'inscrivez à l'école, il doit pouvoir mettre les pieds partout. Donc, réfléchissez bien. Hein. Après, quand les choses sont dites, si les choses ne sont pas dites, après, je me regarde, ma religion m'interdit de mettre les pieds à la chapelle. Si ça n'a pas été dit au moment de l'admission, effectivement. Enfin, donc là, je crois que quand on accueille, c'est une vraie responsabilité d'accueillir. Enfin, c'est vraiment accueillir en disant je vais vous respecter, mais il faut aussi que vous nous respectiez. Vous choisissez de scolariser votre enfant dans une école catholique. Je crois que vous faites. Voilà. Alors, ça, beaucoup de familles, d'ailleurs, apprécient. Moi, je sais que il y a Argenteuil, toutes les familles qui pouvaient mettre leurs enfants en disant au moins, ici, ils respectent le nom de Dieu, et je suis sûr que je mets ma fille dans un endroit où on respecte le nom de Dieu, et c'était merveilleux. Je renvoie cette remarque, c'est-à-dire que moi, je suis très marqué par la difficulté parfois à dire promouvoir et faire vivre le projet d'une école catholique ouverte à tous et à tous ceux qui en acceptent le projet. Est-ce qu'on est suffisamment explicite pour dire je le dis, non, on est ouvert à tous. Et après, on adapte. Non, on est ouvert à tous ceux qui accueillent, bien sûr, et souhaitent respecter le projet qui est le nôtre. Et l'accueil inconditionnel, c'est lors que la personne accueille aussi pour des questions l'esprit de la maison. Donc, c'est un accueil inconditionnel, un peu conditionné. C'est à cette seule condition. Oui, mais oui, tout à fait, mais c'est légitime. Enfin, moi, je crois légitime que notre pays accueille les migrants s'ils s'inscrivent dans le projet de la République française. Enfin, je veux dire, c'est la même chose qui se joue chez nous, la même chose qui se joue partout. On ne peut pas dire une République, voilà, on accueille. Enfin, pour moi, c'est un vrai problème au niveau du débat politique. La question, c'est, encore faut-il que ce projet de la République soit extrêmement explicite, que déjà les Français y adhèrent. Enfin, donc là, ça pose cette question, enfin, toutes les questions qui sont posées aujourd'hui, à mon avis, résident dans le manque de clarté de la République à pouvoir exposer son projet. La République est plus claire dans l'exposition de son projet et on ne donnerait pas un spectacle politique serait plus clair sur qu'est-ce qui nous unit au-delà de ce qui nous différencie, parce que c'est une chose, qu'une gauche, qu'une droite, mais il ne parle plus sur ce qui les unit. Et en espèce de discours politique où on ne met l'accent que ce qui nous divise.
Comme ensuite on va pouvoir présenter le projet. Si en politique mettre l'accent d'abord sur ce qui nous unisse, ça c'est le projet qu'on vit tous, et ils sont d'accord là-dessus. Enfin, je dis, il y a quand même de bonnes relations. Enfin, fréquenter les milieux politiques pendant 2 ans, il y a au bar de l'Assemblée, il y a d'excellentes relations entre le militant et les filles. Wow, on est fraternels, c'est dans la fraternité. On a des idées qui sont un peu différentes, on va les défendre avec fougue, mais ça n'empêche pas que ce climat de fraternité, c'est ce qu'on souhaite pour notre pays, et que l'Assemblée nationale soit vraiment vécue comme un lieu de fraternité, non pas comme un lieu de division. Enfin, mais vous voyez ce que je veux dire, je crois que ce que vous dites là, c'est pas exclusif à... Et je pense que la France doit faire un accueil inconditionnel de migrants, de ceux qui effectivement acceptent le projet de la République française, sinon qu'ils choisissent un autre pays. Et que là, il faut, enfin, moi, je trouve qu'il y a une clarté à avoir et qu'il n'est pas contraire à l'accueil. C'est plutôt le flou qui rend l'accueil difficile. Ou quand les choses ne sont pas dites, puis on les dit au fur et à mesure. Alors après, si le contrat est clair, enfin, je veux dire, Laurent, ouais, j'ai peut-être pas été assez clair, mais en tout cas, vous l'avez été dans votre réponse par rapport à ce que j'ai donné à entendre. En fait, ça, on part de l'inscription. En fait, il y a une temporalité, on inscrit, on explique, etc. Il se peut que ce qui a été dit à l'inscription, les collègues en faisaient part tout à l'heure, soit parce qu'il soit vécu en réalité le premier jour de l'année, c'est ce qui est arrivé, Jean-Sébastien. Et puis, je parle aussi du militantisme wokiste, et notamment ce qui vient nous percuter sur l'identité de genre, ou la transidentité aujourd'hui. Très honnêtement, on se sent démuni, même en tant que délégué de tutelle. On peut avoir un discours qui peut contredire des formations qui ont lieu organisées par des diocèses, qui disent accueillir et dans le sens de tolérer, et d'autres qu'on peut entendre par des personnes qui sont aussi fortement cérébrées et qui peuvent faire partie des juristes pour l'enfance, et qui disent attention, expliquez tout aux enfants, s'ils veulent prendre une décision comme ça aux enfants, restez des partenaires des parents. Si vous ne suivez pas une circulaire qui vous dit les parents, hors de question, c'est la volonté d'un mineur qui, par définition, est capable de prendre une décision ultime pour sa vie. Donc, on entend tout et son contraire. Et quelquefois, on est classé dans la branche réactionnaire si on ne suit pas cette volonté toute puissante ou ce besoin impérieux du jeune. C'est pas le cas, parce que je pense qu'au niveau du dialogue interreligieux, on y arrive, ou en tout cas, je dis on, les chefs d'établissement et nous-mêmes, on arrive à avoir, je pense, un équilibre dans les relations, et puis c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pacification de ces questions, mais vraiment là, très spécifiquement sur la transidentité et les idées wokistes, je crois que là, on a intérêt à avoir une réponse claire. Moi, je parle en mon nom propre, parce que je sais qu'au niveau de même la tutelle salisienne, je crois que les avis sont partagés, une réflexion se fait. Et ils ont bien conscience des enjeux de cette idéologie du wokisme. Et c'est un enjeu de toute puissance de l'homme, qui serait effectivement en capacité de décider de tout. Dernière chose qui restait, c'était son sexe, où effectivement on le recevait. Et là, il s'agit de décider. C'est moi qui vais décider. Donc ça, je crois qu'effectivement, par rapport à une vision chrétienne où on reçoit, là aussi, on est obligé de recevoir la vie, on reçoit, et effectivement, là, on est dans un projet de toute puissance de l'homme qui, à mon avis, est contradictoire avec le projet d'éducation. Deuxième chose que je dirais, alors, on voit en Suède, où on a une augmentation de 2500% des jeunes voulant changer de sexe. 2500%. Moi, je veux dire, quand j'étais gamin, je lisais le Club des 5. Claude avait tout du garçon manqué. Oh, et puis, est-ce qu'on a fait comme un garçon? Et puis, heureusement que dans sa tête ne se posait pas la question, est-ce que je vais devenir garçon? C'est-à-dire qu'à mon sens, on n'a pas servi aux ados en ouvrant cette possibilité. On peut servir. C'est tout. Je suis fille, je suis garçon, voilà qu'on ouvre cette possibilité. Parce que c'est normal qu'un adolescent de 14-15 ans s'interroge sur son identité sexuelle. C'est normal.
Les filles, combien de fois on les voit se déguiser en filles lorsqu'ils font du théâtre, déguisés en garçons, etc. Ce qui est un peu nouveau, c'est que de ce questionnement normal, qui est de dire, tiens, c'est quoi? Et puis de bien comprendre qu'on n'est pas homme à 100%, femme à 100%, que chacun gère une part de masculinité, une part de féminité. Donc, tout ça, effectivement, bon. Mais effectivement, dans le cadre d'une... Donc, je veux dire, pour moi, vous avez raison, je ne comprends pas bien certains, au niveau de l'Église aujourd'hui, ce qui se joue dans certaines formations, certaines instances, je suis en désaccord total avec certaines injonctions ministérielles. Il me semblerait qu'on devrait là s'opposer, effectivement, à une culture du ministère qui voudrait s'inspirer du wokisme. Et ça commence. Les gens commencent à voir qu'il y a toute une idéologie derrière, pas simplement sous prétexte de respecter le besoin de l'enfant, on est acteur d'une idéologie. Est-ce que c'est celle qu'on veut pour notre monde ou est-ce qu'on ne veut pas? Après, il faut écouter. C'est-à-dire que parmi tous les cas, il y a effectivement 1 ou 2 cas, ou 3, je ne dirais pas plus par établissement, pour lequel la question se joue au niveau vraiment de la construction psychique, mais bien c'est toute petite minorité au niveau de la construction psychique. Et effectivement, combien c'est important d'être toujours à l'écoute du difficulté. Mais comme je le disais, sur l'art moralisé, c'est pas parce qu'on est à l'écoute du kleptomane qu'on va promouvoir le vol. Il y a effectivement des gens qui ne peuvent pas s'empêcher. Là, on est dans une construction psychique. Et le truc de dire c'est interdit de voler ça ne peut pas marcher. Il va falloir prendre en compte effectivement la structure psychique. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on a une position collective sur le même. Bon, donc pas à partir de l'accompagnement de quelques personnes. Il y a toujours eu. Et peut-être c'est une chance pour elle. J'ai vu quelques filles, je me dis tiens, pour ces 2 ou 3, je dirais dans l'établissement de 1500, il y en a peut-être 2 ou 3, qu'elles ont effectivement une chance de pouvoir les aider à sortir lorsque la structure psychique fait que ce questionnement sur l'identité sexuelle. Mais c'est pas le nombre d'adolescents que je vois aujourd'hui, ou tiens, j'ai changé de prénom, m'appeler même fille. Bon, là, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas les aider que de laisser entrevoir Et donc, la position des 50 pédopsychiatres qui ont pris solennellement position en disant de toute façon, reculons l'âge après 18 ans, que ce soit hors de question quand il est mineur, que cette question-là soit posée, me paraît saine. Et j'aurais envie que l'Église s'appuie d'abord sur la position des pédopsychiatres que sur la position du conseiller du ministre de l'Éducation nationale. Bon, mais parce que là, il y a une sagesse. Je veux dire, voilà. Donc, au niveau de chef d'action scolaire, ça se peut pas à la majorité. Maintenant, écoutons, ça, mais allons pas. Et puis, permettre la pièce de théâtre, tu vas jouer le rôle de la fille, ça n'a jamais obligé des personnes, il faut dire. Et c'est important dans toutes les pièces de théâtre, des garçons jouent des rôles de filles, des filles jouent des rôles de garçons, et c'est important de remplir cet espace. C'est que tu vois, c'est le jeu. On est bien dans le jeu, et le jeu se construit. Mais alors si c'est pour faire moderne, alors il faudrait être adepte du wokisme. Alors, je veux dire, j'ose espérer qu'il y aura, qu'à un moment, nos évêques, collectivement, sauront dire non. Il y a un enjeu idéologique fort. Pour moi, là, je ne parle que personnellement. Je sens que des collègues avec qui je partage, certains disent, bah oui, c'est écouter le jeune. Non, ça ne veut pas dire que, je vous dis, pour les quelques jeunes, pour lesquels il s'agit d'une construction psychique, mais allons pas former, alors c'est toujours le problème, pour quelques exceptions, alors forger une loi et un règlement pour tous, à partir de quelques exceptions, parce que je veux dire que, pour moi, pour la majorité des jeunes, on ne leur rend pas service. C'est tout un questionnement en plus. Déjà, ils ont pas mal. Si en plus, ils doivent se questionner, savoir finalement, est-ce qu'on ouvre cette possibilité, mais c'est terrible, je veux dire, est-ce que les adultes vont rentrer comme problème dans la tête des jeunes, parce que là, c'est nous qui fabriquons le problème. C'est nous qui choisissons de fabriquer le problème au niveau des jeunes. On fabrique un problème global. Que tout à l'heure, 14-15 ans, maintenant, et bien, il faut qu'ils soient préparés dès l'enfance à se dire, ah ben oui, tu sais, t'es garçon, peut-être que t'es fait pour être fille. Moi, personnellement, je récuse cette idéologie. Et je trouve qu'il est important de mettre l'école à l'abri d'idéologie qui, pour moi, sont possibles. Et donc, je n'engage que moi-même. Je vois la tutelle salésienne qui, je sais, réfléchit sur ces questions et je sens, comme vous, des chefs d'établissement partagés. Merci.